Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission dédiée à la citoyenneté et à l'engagement civique. Au programme d'aujourd'hui, nous allons pouvoir aborder la question de l'engagement citoyen avec notre invité, le juriste Mariano Gagny Arrosu. Ensuite, nous ferons une leçon de civisme qui va porter sur le respect des dirigeants politiques. Et enfin, pour pouvoir terminer, nous allons ouvrir un débat qui portera sur les valeurs morales et la citoyenneté. Et j'aurai dans ce studio pour vous, dans le cadre de ce débat, Madame Mélanie Tekunti. Elle sera accompagnée de Urniel Aloko. Tout de suite, voici votre chronique. Pourquoi agir? Pourquoi s'engager à pouvoir agir? C'est donc le thème de la chronique de ce jour, et cette chronique nous sera présentée par le juriste Mariano Gagny Arrosu. Mariano, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pourquoi aviez-vous pris l'initiative de nous présenter une chronique portant sur cette thématique? D'accord. Merci beaucoup pour commencer. Critiquer l'État, c'est votre droit. Mais souvenez-vous que l'État, c'est vous. Ce proverbe allemand, à la fois simple et percutant, souligne une vérité fondamentale. L'État n'est pas une entité abstraite ou un groupe d'élus isolés. L'État, c'est nous, citoyens, collectivement responsables du développement et du fonctionnement de notre société. Pourtant, combien de fois entendons-nous que ce pays ne changera jamais? Combien de fois entendons-nous que l'État ne fait rien pour nous? Mais avez-vous réellement réfléchi en tant que citoyen dans quel est votre rôle dans cette dynamique de changement? Nous sommes confrontés à un problème à la fois majeur, véritable et certain: l'inaction citoyenne. Un problème qui représente un obstacle au développement. Choisir de subir les dysfonctionnements, c'est opter pour l'immobilisme. C'est observer passivement les problèmes s'accumuler, tout en attendant une intervention étatique. Mais le changement ne résulte pas d'une attente. Il se construit à travers des actes concrets, portés par une citoyenneté active. Voter, sensibiliser, dénoncer les injustices, contribuer au bien commun. Ce n'est qu'à ce prix que nous pouvons espérer un changement. Votre passivité, c'est une forme de complicité avec ce que vous critiquez. Et si vous attendez constamment que d'autres agissent à votre place, alors vous perdez la légitimité de vos revendications. Le développement reste et demeure une responsabilité partagée entre chaque citoyen. Il est tentant de penser que l'État doit assumer seul la charge du développement. Pourtant, un pays fonctionne comme une maison commune. Si chacun attend que les autres balayent la cour, elle restera sale et les plaintes se multiplieront. C'est ce qui se passe exactement avec l'État. Le développement commence par des gestes simples de la part de chaque citoyen. C'est ce qu'on appelle engagement citoyen. Respecter les règles communes, comme payer ses taxes, respect du code de la route, respecter les lois et les règlements, préserver l'environnement, soutenir les initiatives locales. Ce n'est qu'à ce prix que nous pouvons espérer un changement. Et c'est là l'engagement du citoyen que vous êtes. Un État fort repose sur des citoyens engagés et non des citoyens passifs. Ce n'est pas une théorie, mais une réalité. Un engagement collectif est le fondement de toute société prospère. Et là, nous allons dire que l'indifférence, elle laisse place à des décisions prises par d'autres, parfois moins compétents ou moins bien intentionnés que vous. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question en tant que citoyen. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays?
Critiquer l'État est légitime, mais œuvrer pour son amélioration, c'est le véritable défi. Et n'oubliez jamais, l'État, c'est vous. Merci beaucoup. Merci donc à vous, cher Mariano, pour le contenu de votre chronique qui porte sur la thématique « Pourquoi s'engager à agir ?» J'espère qu'on pourra vous retrouver semaine prochaine pour un autre numéro. Je l'espère vivement aussi. Alors, nous allons avancer cette fois-ci, ce sera avec la leçon de civisme. Le respect des dirigeants politiques est fondamental pour une démocratie saine. Vous le savez bien évidemment, il ne s'agit pas seulement de pouvoir accepter leurs décisions, mais il est aussi question de maintenir un dialogue constructif. Réfléchissons alors ensemble à l'importance de cette respectabilité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission dédiée à l'éducation à la citoyenneté active. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, le respect des dirigeants politiques. Le respect est un pilier fondamental de toute démocratie. Nos dirigeants, qu'ils soient élus ou nommés, portent la responsabilité de représenter les intérêts de la population et de gérer les affaires publiques. Il est important de comprendre que le respect envers ces figures politiques ne signifie pas accepter aveuglément toutes leurs décisions, mais plutôt reconnaître leur rôle et leur légitimité dans le cadre de nos institutions. Dans une démocratie, il est normal d'avoir des opinions divergentes et de critiquer les actions des dirigeants. Cependant, cette critique doit se faire dans un cadre de respect. Les insultes, les attaques personnelles et la diffamation n'apportent rien de constructif au débat public. Au contraire, elles polluent le discours politique et détériorent le climat de confiance nécessaire à une bonne gouvernance. Le respect des dirigeants politiques est aussi un reflet de notre maturité en tant que citoyens. En montrant du respect, nous encourageons un dialogue constructif et des échanges d'idées. Cela incite les dirigeants à écouter les préoccupations des citoyens et à prendre des décisions éclairées. Un citoyen respectueux contribue à un environnement où les idées peuvent être discutées librement et où les désaccords peuvent être résolus de manière pacifique. Il est également primordial de se rappeler que nos dirigeants sont des êtres humains. Ils sont soumis à des pressions et des responsabilités énormes. En tant que citoyens, nous avons le devoir d'être informés, de poser des questions et de s'engager, mais toujours avec une attitude respectueuse. Il est important de cultiver le respect dans notre discours politique. Encourager un climat de respect mutuel, c'est garantir une démocratie saine et dynamique. Merci de votre attention et souvenez-vous, notre engagement citoyen commence par le respect des autres. Dans de nombreuses sociétés africaines, les valeurs morales et la citoyenneté sont confrontées à d'importants défis exacerbés par des crises politiques, économiques et sociales. La corruption, l'inégalité et les conflits ethniques minent la confiance des citoyens envers leurs institutions, rendant donc difficile l'adhésion à des valeurs communes. Et parallèlement, la jeunesse, en ce qui la concerne, de plus en plus engagée et connectée, appelle à un changement radical et à une réévaluation des normes établies. Ce contexte tumultueux donc soulève des questions cruciales. Comment restaurer la confiance en la citoyenneté et promouvoir les valeurs morales solides dans un environnement en mutation? Voilà donc ce pourquoi nous recevons pour vous sur ce plateau Madame Mélanie Tekunti. Elle est consultante. Madame Tekunti, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour chers téléspectateurs. Merci d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous. À votre suite, nous avons également sur ce plateau Urniel Alopo, jeune juriste, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, vous êtes mieux connu pour
par nos téléspectateurs parce que vous portez sur cette émission la casquette de chroniqueur. Merci d'avoir accepté de partager également ce plateau avec nous. Nous allons débattre donc de cette thématique, les valeurs morales et la citoyenneté. Dites-nous tout de suite, Urniel Alokpo, à la lecture de cette thématique, les premières impressions qui vous animent. D'accord, merci à vous, merci pour l'invitation. À la lecture de cette thématique, les valeurs morales et la citoyenneté, ce que je pense ou ce qui me vient directement, c'est qu'il est nécessaire de concilier valeurs morales et citoyenneté. C'est qu'il est nécessaire de ne pas fouler du pied ce que les ancêtres ont érigé comme étant des valeurs morales, ce que l'humanité doit respecter comme étant valeurs morales et ce que nous-mêmes en tant qu'humains devons respecter comme étant valeurs morales. C'est vrai qu'aujourd'hui, si la question se pose, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème qui est relatif à une sorte d'incompatibilité entre les valeurs morales ou entre la citoyenneté telle qu'elle est vécue, telle qu'elle est perçue et les valeurs morales. Et donc, c'est ma première appréhension du sujet. Peut-être qu'avec la réflexion, j'aurai d'autres sons de cloche. Seulement, pour l'instant, voilà ce qu'il en est. Madame Tekunti, de votre côté, qu'est-ce qu'on peut déjà retenir quand il faut parcourir cette thématique, les valeurs morales et la citoyenneté? Merci. Quand je parcours cette thématique, je pourrais dire à la suite de M. Alokpo que quand on parle de valeurs morales et de citoyenneté, cela pose le problème de concilier les deux qui ne sont pas toujours conciliables et cela pose ainsi le problème du travail que l'on doit faire sur soi pour que ces deux choses soient compatibles parce que tout citoyen est appelé à vivre avec ses concitoyens, appelé à bâtir ensemble. Alors, là où plusieurs personnes sont ensemble, cela doit forcément faire appel à certaines valeurs morales. Est-ce que vous pouvez essayer quand même de partager avec nous quelques valeurs morales pour mieux permettre à nos téléspectateurs de comprendre effectivement de quoi il est question? En termes de valeurs morales, nous ne saurons vraiment dresser une liste exhaustive. Nous ne pouvons que donner quelques exemples tels que l'honnêteté, le respect, la fraternité, la bienveillance, la dignité. Donc, juste quelques exemples que nous pouvons donner. Et il faut dire aussi que, quand je disais tout à l'heure que ce n'est pas une liste exhaustive, c'est parce que certaines valeurs peuvent être différentes d'une société à une autre, d'une communauté à une autre, et même d'un cadre, d'un cercle à un autre, d'une institution, d'une organisation à une autre. Donc, ces valeurs ne sont pas exhaustives, mais on peut quand même retrouver des valeurs communes dans plusieurs sociétés. Voilà. À la date d'aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que ces valeurs-là sont effectivement portées par les citoyens que nous sommes? Je ne saurais dire catégoriquement non. Je ne saurais dire catégoriquement non parce que, quel que soit ce que l'on dise, il y a quand même des hommes et des femmes qui font l'effort, un effort qui est d'ailleurs louable de porter ces valeurs-là. Et ces personnes doivent quand même être considérées comme des exemples, des modèles à copier, des personnes sur lesquelles l'on doit se fonder pour transmettre ces valeurs-là à des générations. Voilà. Urniel Alokpo, en parlant donc de génération, vous faites partie de celle actuelle, celle qui est en train de monter. Dites-nous, est-ce qu'il est aussi aisé pour les jeunes de découvrir ce qu'est les valeurs morales et de pouvoir les appliquer au quotidien? Et sinon, qu'est-ce qui constitue le blocage?
Ça, c'est une question presque existentielle pour une génération. Est-ce que les jeunes arrivent à découvrir les valeurs morales? Est-ce qu'il y a des obstacles et quels sont ces obstacles-là? D'abord, on va considérer le principe ou la règle ou carrément la norme, ce qui devrait être. Ce qui devrait être, c'est une éducation à la base, une éducation de chacun dès l'enfance à ces valeurs morales-là. J'apprécie la matière au cours primaire ES Morale qui essaye tant bien que mal d'insérer ou d'insuffler dans l'esprit des enfants des valeurs telles que l'honnêteté, le respect de la parole donnée. Seulement, il y a cet obstacle-là qui est un frein à l'appréhension de la notion de la morale, simplement parce que les enfants, lorsqu'ils prennent ces cours-là, en principe, et c'est ce que j'ai remarqué, et c'est ce que beaucoup de personnes ont remarqué avant moi et après moi, c'est-à-dire, les enfants, lorsqu'ils prennent ces leçons, c'est qu'ils vont apprendre pour être premiers de la classe et non pas pour cerner l'importance et l'intérêt de l'application de ces notions qu'ils ont apprises. Et donc, ça, c'est un premier mécanisme d'accès aux valeurs morales, telles que l'honnêteté, comme Madame l'a cité, la fraternité, le patriotisme, qui est une valeur fondamentale dans l'engagement citoyen, dans la citoyenneté. Et donc, lorsqu'on va également quitter ce champ-là, il y a le champ de l'interaction continuelle, du brassage culturel. Lorsque vous allez à l'école, vous êtes un enfant, vous avez cette facilité peut-être à aller vers les autres, ou les autres ont cette facilité à aller vers vous, mais d'une manière ou d'une autre, vous êtes influencé. Et donc, ce que vous avez reçu à la maison et ce que vous êtes en train de percevoir dehors, il y a peut-être un choc ou peut-être un mélange des deux. Et c'est ainsi que la personnalité se construit, c'est ainsi que le système de valeurs de chacun se construit. Et donc, lorsqu'on va remarquer une diversité d'éducation, une diversité de culture, une diversité d'appréhension de ce qu'est la morale, on va forcément remarquer en chacun une diversité d'appréhension de la morale. Parce que tous autant que nous sommes le fruit de nos fréquentations, des auteurs que nous avons fréquentés, des personnes que nous avons fréquentées, et tout cela forme la personnalité et le système de valeurs. Mais est-ce que cette diversité-là nous empêche de pouvoir nous retrouver au cœur de l'essentiel, c'est-à-dire les valeurs morales? Parfois, oui, et parfois non. Parfois, ce sont ces rencontres qui déroutent. Parfois, ce sont ces lectures qui empêchent de s'attacher aux valeurs essentielles pour la citoyenneté. Parfois même, ce sont des amitiés. Parfois, ce sont des réflexions personnelles. Êtes-vous déjà donc en train d'évoquer, je vais dire, les obstacles qui empêchent peut-être votre génération de pouvoir mettre en application les valeurs morales au cœur de la société? Assurément, parce que je mettrais même parmi les tout premiers obstacles le brassage culturel, et surtout aujourd'hui avec Internet, lorsque vous êtes en contact avec des pratiques ou des phrases venant de cultures différentes des vôtres, vous êtes forcément influencé. Vous vous dites, tiens, ce n'est pas si mauvais. Peut-être que dans une logique de votre culture personnelle, c'est très mauvais. Peut-être que dans une logique de vos valeurs personnelles, c'est très mauvais. Mais la manière dont c'est présenté, vous vous dites que c'est plutôt acceptable. C'est pourquoi aujourd'hui, on va remarquer que l'Afrique est une bigarrure de culture. Il n'y a plus d'authenticité culturelle en Afrique, en tout cas pour la majorité de nos villes, il n'y a plus d'authenticité culturelle. Et donc, les valeurs sont comme ancrées dans nos cultures. Et donc, lorsque les cultures s'entremêlent, les valeurs également s'entremêlent. Et est-ce que les jeunes, dans cette dynamique-là, pourront avoir accès aux valeurs essentielles? Ce sera un effort continuel, ce sera un effort permanent, d'aussi bien les jeunes que de ceux qui pourraient s'ériger comme étant des défenseurs de nos valeurs. Madame Tekunti, vous êtes consultante, mais avant de l'être, vous êtes mère de famille. Quand vous entendez des jeunes parler de l'authenticité culturelle africaine, faire recours à Internet, tout ce qui s'y passe aujourd'hui, quel est le sentiment qui vous anime dans une émission où on parle des valeurs morales et de la citoyenneté? Le premier sentiment qui m'anime, c'est que
quel que soit ce que l'on dise, de nos jours, on ne peut pas vivre sans Internet. Ça, c'est clair, c'est une réalité qu'il faut accepter. Mais je pense quand même qu'au même moment qu'on ne peut pas vivre sans Internet, il faut reconnaître quand même que cela pose un problème. Cela pose un problème quand il faut parler de la jeunesse, quand il faut parler de la citoyenneté. Il faut quand même qu'on puisse se dire que cet outil, quel que soit ce qu'il nous apporte, quelle que soit son utilité, il va falloir quand même qu'on s'y penche, qu'on puisse réfléchir à comment il ne pourra pas vraiment conduire la jeunesse ou tout être à l'écart de ces valeurs-là qui quand même sont des fondements à l'accomplissement des devoirs citoyens. Parce que mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, les êtres humains, les citoyens interagissent entre eux. Et il y a plusieurs sphères d'interaction qui nous sont offertes. Il y a déjà cette petite sphère qu'est la famille, dans laquelle des valeurs se développent et se transmettent. Il y a l'école pour les enfants, il y a le lieu de travail, il y a les associations, les organisations dans lesquelles les citoyens interagissent. Et en parlant de valeurs morales, j'aimerais dire ici que autant que le respect ou le non-respect de certaines valeurs morales peuvent poser problème, ou que Internet ou d'autres défis de la vie peuvent poser problème dans l'application des valeurs morales, j'aimerais dire que l'on puise aussi dans certaines valeurs morales pour surmonter ces obstacles. Je prends l'exemple d'une valeur qui est l'empathie. L'empathie nous permet d'être tolérants, d'accepter certaines déviances, d'accepter certains écarts de nos concitoyens et de pouvoir les amener aussi en appliquant des valeurs comme l'honnêteté, la probité, la fraternité, à épouser ces bonnes valeurs-là que nous voulons leur enseigner. Donc, en tant que parents, je pense quand même que les parents doivent être des exemples, des guides dans la transmission de ces valeurs-là. Est-ce que le débat autour des valeurs morales et de la citoyenneté, par exemple, continue de se faire dans les familles? Et qu'est-ce qui constitue l'obstacle pour que ça ne se fasse pas? Je ne dirais pas que ce débat ne se fait pas au sein des familles, parce que dans chaque famille, les pères et les mères font l'effort de transmettre des valeurs aux enfants, des valeurs qui feront d'eux de bons citoyens. Mais l'obstacle que moi je vois dans cette transmission, c'est l'évolution de notre société. Notre société va à une telle vitesse que parfois la mère et le père se retrouvent hors du foyer. Et c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile quand on veut transmettre certaines valeurs aux enfants. On passe peu de temps avec les enfants et l'on sait que le temps qu'on passe avec les enfants est très très important dans la transmission, dans l'éducation de l'enfant. Voici un premier obstacle que moi je trouve au sein des familles. Urniel Aloko, tout à l'heure vous étiez en train de faire référence aux cultures. Et pourtant, les cultures sont le socle de l'identité de l'être. Comment est-ce que vous parvenez à faire ce rapprochement alors qu'on est en train de parler de valeurs morales et de la citoyenneté? Je vais m'abstenir d'abord d'aller indexer ou d'identifier des cultures. Seulement, je vais être plus théorique. Je pense, et c'est ma pensée, elle a été conçue par certains discours,
et certaines réflexions personnelles. Donc je pense que lorsqu'on est issu d'une culture, on a des valeurs de cette culture-là. Lorsqu'on est Gon, on a des valeurs des Gons. Lorsqu'on est Fon, on a des valeurs véhiculées par la culture Fon. Lorsqu'on est Outamari, on a des valeurs véhiculées par cette culture-là. Et lorsqu'on va parler de valeurs morales et de citoyenneté, indubitablement, on va parler de ce qui véhicule principalement ces valeurs-là. C'est-à-dire, nous avons été moulés dans une culture qui contient des valeurs et qui nous a insufflé ces valeurs. Et indubitablement, on ne peut pas parler de ces valeurs morales-là sans considérer les cultures. Seulement, le débat sur les cultures serait une relative digression. Donc, on va circonscrire le débat pour continuer. Et je vais peut-être me lancer sur l'idée de la tolérance parce que c'est une exigence aujourd'hui. Ce n'est plus un choix, ce n'est plus une alternative. La tolérance est devenue un devoir. Un devoir que je vais possiblement érigé au rang d'humain. Est-ce que vous ne trouvez pas là alors que la tolérance devient une valeur universelle qui dépasse même nos différences culturelles? Assurément, c'est du brassage culturel que naît la nécessité de la tolérance. C'est de l'interaction permanente entre les personnes, c'est-à-dire donc entre les cultures, que la tolérance reste nécessaire. Simplement parce que d'une partie ou d'un compartiment de nos régions à une autre, il y a forcément une distinction ou bien une relative ou une différente appréhension de ce qu'on va considérer comme étant valeur. Lorsque certaines personnes considèrent que X est une valeur, d'autres diront que X est une hérésie. Et donc, lorsque aujourd'hui on dit que le genre n'est plus une question de sexe, mais une question de volonté, on est homme parce que l'on le veut, on est femme parce qu'on le veut, ce sont dans une appréhension que l'on va considérer sous l'angle de ceux qui le pensent, c'est une valeur. Mais dans une appréhension considérée sous l'angle de ceux qui sont extérieurs à ces pensées-là, c'est une hérésie, c'est une dissidence à combattre. Et donc, dans ce climat... Ce n'est pourtant pas une valeur universelle à la date d'aujourd'hui. Ce n'est pas une valeur universelle. Et donc, par conséquent, on ne pourra pas travailler à transmettre cette valeur, par exemple, en termes de morale à la société africaine. En principe, non. Ok. Non. Et c'est également ce que je pense. Je ne pense pas qu'il faut encourager. Je pense seulement qu'il faut une tolérance lorsqu'on ne peut pas lutter contre les personnes qui le pensent. Parce que avant de penser, ce sont des humains. Et en tant qu'humains, ces personnes-là ont des droits. Parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, tous ces textes qui consacrent des droits humains ne font pas de distinction. Ne distinguent pas entre une orientation philosophique ou une orientation sexuelle. Ne distinguent pas entre une orientation ou bien une origine culturelle et un sexe. Ce sont des droits qui sont conférés à tout le monde et simplement pour pouvoir parvenir à l'effectivité de ces droits, à l'effectivité du respect de ces droits, peu importe la pensée de l'autre, il faut être tolérant. Et c'est en cela que la tolérance va au-delà de tout ce qu'on peut considérer comme étant valeur relative, allant d'une culture à une autre, et allant d'une personne à une autre. Parce que ces valeurs-là diffèrent, on va considérer que la tolérance est une valeur qui doit être comme le ciment de tout ce qui est comme culture, de tout ce qu'il y a comme appréhension, de tout ce qu'il y a comme philosophie. Est-ce que vous avez le sentiment que la valeur singulière peut se retrouver au-delà de la tolérance, par exemple? Je ne pense pas. D'accord. D'abord, à l'heure actuelle, nous sommes appelés, la mondialisation n'est plus un débat, c'est un fait. L'Internet n'est plus un débat, c'est une réalité. L'Internet allie les hommes du Nord, du Sud. L'Internet met en contact une variété de personnes, donc une variété de valeurs morales. Ouais. Je ne pense pas que ce qui peut permettre une liaison ou ce qui peut permettre une amélioration ou une facilitation de cette cohabitation
puisse être en dessous de ce qui est à faciliter. Madame Tekunti, tel que vous le suivez, Uriel Alokpo, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est ce genre de raisonnement qui pousse aujourd'hui l'Afrique à se retrouver dos au mur quand on parle des valeurs morales et surtout de la citoyenneté? Le raisonnement de M. Alokpo, je le trouve très intéressant parce que il a eu à dire dans ses propos que Internet est une réalité. C'est vrai, Internet est une réalité. Il a parlé d'une autre réalité aussi qui disait que aujourd'hui, dans certaines cultures, par exemple, on peut prôner des réalités ou des styles, des choix de vie qui ne sont pas forcément ceux qui sont promus en Afrique. Et j'aimerais dire que là, ce sont des particularités, des singularités. Mais en parlant de valeurs morales et de citoyenneté, je pense quand même que ce soit l'Afrique ou quelle que soit la société dans laquelle nous sommes, nous devons chercher à nous accrocher à ces valeurs-là, qui sont des valeurs universelles, qui ne posent aucun débat, quelle que soit la société dans laquelle nous sommes. Il y a par exemple la tolérance, il y a l'amour, il y a le respect, il y a la fraternité. Donc, je pense quand même que le débat doit être orienté vers ces choix-là, vers ces valeurs-là, qui sont des valeurs indéniables, quelle que soit la société dans laquelle nous sommes. Ces valeurs-là qui sont, il a dit, promues par la philosophie, quelle que soit la société dans laquelle nous sommes, il y a de la philosophie. Même si certaines personnes, certains peuples ont voulu nous faire croire en Afrique à un moment donné qu'on ne faisait pas de la philosophie en Afrique, quel que soit le peuple dans lequel nous sommes, il y a de la philosophie. Et ces valeurs morales-là se retrouvent là, promis dans la philosophie, dans la religion. Voici quelque chose de très important. Dans la religion, dans les valeurs culturelles. Donc, pour moi, il faut éviter de s'accrocher à ces singularités-là qui parfois ont causé ou continuent de causer des déviances en Afrique et aller plutôt vers les valeurs universelles qui ne sont pas discutables, quelle que soit la société dans laquelle nous sommes. Est-ce que les valeurs, à votre avis, les valeurs morales peuvent parvenir à influencer le comportement du citoyen au quotidien? Je pense que oui. Je pense fortement que oui, parce que quand on prend les valeurs individuelles, les valeurs de certaines, je ne parlerai pas de culture, mais de société, parce que la société peut ne pas forcément être liée à la culture. Elle peut être générée peut-être par soit par la religion ou par le partage de valeurs mutuelles. Donc, quand on prend par exemple des valeurs promues par certaines sociétés, on ne peut pas dire que forcément ce sont des valeurs qui ne portent pas atteinte à au plein exercice de la citoyenneté. Parce qu'une valeur dans laquelle, par exemple, la tolérance n'est pas promue, c'est quand même un peu un frein à la citoyenneté. Et aujourd'hui, il a évoqué une question très, très importante, qui est une question du genre. Oui, il disait qu'aujourd'hui, la question du genre n'est pas une question à discuter, c'est vraiment une réalité. Mais j'aimerais aborder la question du genre sous l'angle de l'équité, sous l'angle de la tolérance. Donc, ce n'est pas forcément certaines perceptions qui sont tolérées par des sociétés bien précises que je refuse de citer, qui ne conçoivent pas, par exemple, qu'un individu puisse sortir dans une certaine sphère qu'eux-mêmes, ils n'acceptent pas dans leur religion ou dans un certain dans leur environnement. Vous voyez, donc, considéré de ce point de vue-là, je pense quand même que ça peut porter atteinte à l'exercice, aux droits de certains citoyens. Parce que, quelle que soit
les constitutions, au-delà des constitutions, quand on prend le droit universel, la déclaration des droits universels, la déclaration universelle des droits de l'homme, la charte africaine des droits de l'homme et les constitutions de chaque pays, je pense quand même que la liberté est quelque chose qui est promu partout. Et je crois qu'on doit quand même considérer que chaque être humain est libre, même si dans notre pensée, dans notre conception, dans notre société, nous ne tolérons pas certaines choses. Nous devons d'abord accorder ce droit-là, qu'est la liberté à chaque citoyen. Et quand on n'est pas dans cette posture, je pense que ça peut causer problème. Est-ce que le citoyen se retrouve au-dessus de la société? Le citoyen est la société. Le citoyen forme la société. Le citoyen devrait le construire. Le citoyen la façonne. Donc devrait la construire, le citoyen la façonne. Est-ce que le citoyen est au-dessus de la société? Je dirais que la société prend forme lorsque le citoyen rencontre le citoyen. La société prend forme lorsqu'il y a interaction entre citoyens. Et la société est l'ensemble des citoyens. Alors, suivant cette logique-là, est-ce que le citoyen est au-dessus de la société? La réponse est non. La réponse est non. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas quand même travailler à pouvoir dire non à un certain nombre d'attitudes ou de comportements qu'elle trouve être à l'antidote de ses valeurs, donc à l'antidote de l'identité qu'elle souhaite pour ses enfants? Je vais me rendre compte que je ne suis pas en désaccord avec vous. Il faut l'admettre. Hein. Il faut l'admettre. Considérons que nos cultures ou nos valeurs sont des paniers et que notre citoyenneté doit puiser dans ces paniers pour pouvoir avoir de la force ou de l'authenticité. Et lorsque nous avons des interactions avec autrui, peut-être que nous viendrons déposer dans ces paniers d'autres éléments, d'autres valeurs. Et si ces valeurs en venaient à corrompre les autres, un peu comme l'histoire de la tomate et du gombo, assurément, l'inévitable se produira. Alors, quelle est la solution? Bien sûr que c'est envisageable de retirer l'ivraie, de retirer ce qui est venu corrompre. C'est envisageable. Mais dans une réalité où ce sont des humains qui sont les choses qui sont venues corrompre, dans une réalité où ce sont les humains qui sont venus corrompre, est-ce qu'il faut retirer les humains? Si l'on envisage retirer les humains, comment est-ce que cela se fera? Le véritable problème est là. On ne peut pas envisager une destruction de masse, on ne peut pas envisager l'exil, simplement parce que ce sont des personnes humaines. Il faut mettre l'humain au centre des réflexions. Il faut mettre les valeurs qui sont rattachées à l'humain au centre des réflexions. C'est dommage aujourd'hui que nos valeurs soient corrompues. Je suis contre la corruption de nos valeurs. Seulement, il y a cette incapacité que nous avons du simple fait que les personnes qui prônent des valeurs qui sont à l'antipode des nôtres soient des humains. C'est une réalité qu'on ne peut pas combattre, l'humanité. Et donc, étant donné que ces personnes-là sont douées d'humanité, il faut tout de même respecter le droit que ces personnes-là ont aux droits humains. Madame Tekounti, quel sera alors le rôle de nos différentes institutions à savoir l'école, la famille, l'église, la mosquée, pour pouvoir restaurer ces valeurs-là qui se retrouvent de plus en plus corrompues, telle l'a stipulé Urniel Alokpo? En parlant de restauration de ces valeurs-là, ces institutions que vous venez de citer doivent jouer, et jouent d'ailleurs un très grand rôle, parce que les citoyens que nous sommes naissons dans une famille. L'homme, la socialisation de l'homme commence par la famille. Donc ça doit être d'abord le premier niveau, le premier palier
où l'on doit travailler à la restauration de ces valeurs-là, à l'adoption, à acquérir et à restaurer ces valeurs. Je pense que la famille est très, très importante et les pères et les mères qui sont les exemples des enfants, je pense qu'ils doivent jouer un rôle très, très important. Ils doivent se poser d'abord la question de savoir s'ils sont des modèles. Est-ce qu'ils peuvent être des modèles pour les enfants? Parce que pour transmettre une valeur, il faut la porter. Il faut être un modèle. On ne transmet que ce qu'on a en soi, au tréfonds de soi. Et quand on quitte le cercle de la famille, l'école, voici un lieu dont M. Aloko a parlé. L'école, quand même, quel que soit ce qu'on dise, façonne l'être. C'est là où il y a les leçons de morale, de civisme, et beaucoup de la philosophie aussi s'enseigne à l'école. Voici aussi une très grosse structure où l'on doit travailler à restaurer. Une institution. Une institution où l'on doit travailler à restaurer, à donner et à restaurer ces valeurs-là, parce que quel que soit ce que l'on dise, le cursus scolaire, c'est minimum 5 ans, ou voire 6 ans, pour ceux qui ne sont pas allés loin, et ce n'est pas peu. Et quand on quitte cette institution qu'est l'école, nous évoluons chacun dans une sphère donnée, religieuse. Ça peut être religieuse, dans une sphère professionnelle, et en dehors de ça, dans des associations. Et toutes ces sphères-là, je pense que ce sont des lieux de transmission et de restauration. Je parle de transmission avant restauration parce qu'il y a des valeurs qu'on peut acquérir tout simplement parce qu'on est dans une institution donnée, dans une organisation donnée. Il y a des gens qui vont vous dire, moi j'étais colérique, j'ai appris à tempérer, j'ai appris à tolérer parce que j'ai adhéré à telle organisation ou parce que je suis dans telle religion. Donc, ces institutions-là jouent aussi un rôle très important dans la transmission et dans la restauration parce que c'est aussi des lieux d'écoute, des lieux de brassage entre citoyens. Quelles sont aujourd'hui les différentes actions que nous pouvons quand même poser pour davantage mettre en valeur les valeurs morales, mais de façon significative, c'est-à-dire de manière positive au cœur de nos sociétés? Des actions concrètes. Je ne vais pas prendre le risque de dire le nombre d'actions que je vais énumérer, mais on doit commencer par un certain engagement personnel. Nous avons évoqué que la famille moule le comportement par la transmission de valeurs. Et donc, lorsque ce sont de bonnes valeurs, pourquoi ne pas éduquer les autres à ces valeurs-là? Et donc, dans la cohabitation quotidienne, on peut permettre à ce que les autres y adhèrent, faire en sorte que les autres comprennent l'intérêt de ces valeurs pour qu'il y ait un changement. Il y a également un rôle important, parce que lorsqu'on va mettre en contact valeurs morales et citoyenneté, et pour opérer ou bien pour jouir d'une citoyenneté ou pour faire preuve de citoyenneté, et donc un peu même de patriotisme, il faudrait se soucier de l'autre, faire preuve d'humanisme, faire preuve d'amour envers la patrie. Et lorsqu'on est amoureux de la patrie, c'est qu'on est amoureux des patriotes ou des compatriotes, ou même ceux qui ne promeuvent pas ou ne vivent pas la valeur du patriotisme. Simplement, on est amoureux des concitoyens. Et donc, leurs problèmes doivent nécessairement être considérés comme étant des problèmes personnels. Et c'est là où prend sens la solidarité. Je ne puis concevoir qu'aujourd'hui, on fasse des descentes de terrain dans le cadre d'une activité de la société civile et qu'on aille remarquer que des personnes ne sachent pas ce que c'est que les droits humains. C'est problématique. C'est-à-dire que le travail de sensibilisation est nécessaire pour une transmission des valeurs et donc pour une application de la citoyenneté, pour une mise en œuvre de la citoyenneté. La sensibilisation, c'est vrai que certaines personnes considèrent que c'est plutôt archaïque parce qu'on en fait trop souvent, parce qu'on en fait trop, mais il faut nécessairement une continuation de cette action-là. Il faut faire en sorte que les personnes se sentent à l'aise. Il faut que
les personnes qui sont en mesure de changer les choses, de prendre des décisions pour améliorer la situation des personnes qui vivent dans des problèmes, puissent être informées de l'existence de ces problèmes-là. Il y a un cas dont nous avons beaucoup parlé ces derniers jours, dans le cadre de la campagne nationale d'éducation au droit à la santé d'Amnesty International Bénin. Le cas des femmes qui vont accoucher et après accouchement sont empêchées de sortir, simplement parce qu'elles n'ont pas pu solder tous les frais qui leur ont été demandés. Mais au cours du discours sur l'état de la nation, prononcé par le président de la République, Patrice Talon, il y a quand même des mesures qui sont annoncées pour permettre à ces femmes-là de ne plus vivre ces difficultés. Oui, justement, et c'est ce qui est louable. C'est ce qui est louable. Ce qu'il faut espérer et ce à quoi il faut travailler, c'est une effectivité de ces mesures annoncées. Et je crois en la réalité, ou j'ai l'espérance en la réalisation de ces mesures-là. J'ai de l'espoir. Et donc, pour ce qui est des actions que l'on peut mener, c'est également ça. C'est également de la part des décideurs qui identifient ces problèmes qu'il faut résoudre, de la part des citoyens qui peuvent identifier et contribuer à la résolution de ces problèmes-là. Il faut plaider auprès des autorités, il faut informer les citoyens de leurs droits, il faut les informer qu'en faisant ces citoyens véhiculent telle valeur et qu'en faisant cela, ces citoyens ne sont pas en train d'être en harmonie avec les valeurs que l'humanité leur a conférées, avec les droits que l'humanité leur a permis d'avoir. Et donc, c'est essentiellement ce que je peux dire. Madame Tekounti, nous sommes en train donc d'aller progressivement et sûrement vers la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez quand même partager avec nous quelques actions personnelles que vous avez pu mener, qui sont des actions d'intérêt dans la transmission des valeurs morales? Merci. Je ne me considère pas comme un exemple. Je me considère tout simplement comme une personne qui essaie de faire son mieux pour apporter sa pierre à l'édifice de la nation que nous souhaitons. De ce point de vue, je vais citer comme quelques petites actions, un engagement personnel dans le bénévolat. Parce que j'estime que nous n'avons rien sur cette terre que nous n'ayons reçu gratuitement. Alors quand vous recevez gratuitement, il faut donner gratuitement. Et je suis personnellement engagé dans des actions, des associations où nous formons les jeunes sur le leadership. Et qui parle de leader, parle de modèles, d'exemples, de guides. Alors, je suis bénévole dans une institution qui regroupe au moins 30 pays de l'Afrique où nous essayons quand même de transmettre certaines valeurs en termes de leadership, que ce soit sur la gestion de la cité, puisqu'il y a 3 catégories principales. Il y a la catégorie Public Management qui concerne tous ceux qui adhèrent aspirent à gérer la cité, nos futurs chefs de quartier, nos futurs conseillers, nos futurs maires, pourquoi pas nos futurs préfets. Il y a aussi la catégorie de ceux qui aspirent à créer leurs propres associations. Nous avons parlé du rôle très important des associations dans la transmission des valeurs morales. Donc, tous ceux qui aspirent, les jeunes qui sortent des universités ou déscolarisés qui aspirent à créer des associations ou à gérer des organisations ou des ONG. Il y a aussi cette action-là dans laquelle je suis engagée comme bénévole. Et pour finir aussi, des jeunes qui aspirent à créer leur entreprise ou qui créent leur entreprise et qui aspirent à la faire croître. Il y a aussi cet encadrement-là dans lequel je suis engagée comme bénévole. Urniel Alokpo, vous êtes jeune activiste des droits humains. On vous retrouve de plus en plus avec Amnesty International Bénin, mais au-delà, est-ce qu'il y a d'autres actions que vous menez en termes de transmission des valeurs morales et d'engagement citoyen? Bien sûr.
le simple fait d'intervenir en tant que chroniqueur sur l'émission Le Bon Citoyen est une occasion de transmission de ce que je pense nécessaire à la préservation des valeurs des droits humains. Également, en plus de mon engagement aux côtés de certaines associations, il y a ce devoir personnel, parce que ce n'est pas pour rien que je parle souvent d'engagement personnel dans le cocon familial, dans les cercles d'amis. C'est justement par là que ça commence. Dire aux autres que vous avez le droit de faire ceci, que vous n'avez pas le droit de faire ceci, simplement parce que je me suis intéressé à lire les tests, je me suis intéressé aux tests, je me suis intéressé à leur esprit. J'ai beaucoup réfléchi sur les lois, donc je connais la nécessité de les respecter. Et donc, le simple fait de parler autour de moi, à mes amis, aux personnes que je rencontre, de faire des débats constructifs et non pas des débats inutiles, de dire aux autres que ceci est ce qu'il y a à faire, ceci est ce qu'il n'y a pas à faire. Je pense que si tout le monde pourrait faire comme ça, je pense qu'on pourrait toucher progressivement un peu plus de personnes parce qu'au jour le jour, on rencontre de nouvelles personnes souvent et donc, alors que le message passe, c'est l'essentiel. Votre mot de fin sur ce plateau? Mon mot de fin pourrait être la continuation de ce que je viens d'aborder, l'engagement personnel. Je vais inviter tous ou tout le monde à ne pas hésiter à transmettre ce que nous pensons être juste. Parce que la justice de nos pensées, c'est ce qui fait la justice de nos actes. Et lorsque nous avons des pensées justes, pas forcément juste sous l'angle de la justesse, mais sous l'angle de la justice. Lorsque nous avons des pensées justes, assurément, nous pouvons poser des actes justes. Et sum suique tribuere, donner à chacun selon ce qui lui est dû. Honeste vivere, vivre honnêtement, neminem laedere, ne nuire à personne. Si on va suivre ces trois impératifs et ces trois préceptes, assurément qu'on pourrait être des citoyens bons, des citoyens justes. Merci à vous, Urniel Aloko. Je rappelle que vous êtes jeune juriste. Vous avez accepté de partager le plateau avec Madame Mélanie Tekonti, consultante. Votre mot de fin? Merci. Je vais aller dans le sens de M. Aloko pour dire que nous devons continuer à travailler. C'est très important de continuer à travailler parce que chaque jour, nous rencontrons de nouvelles personnes. Chaque jour, des enfants naissent. Et c'est en travaillant sur ces valeurs, en se disant que nous ne sommes pas si pauvres que nous n'ayons rien à transmettre, parce que chacun de nous, nous avons quelque chose à transmettre. Je suis des personnes qui ne voient jamais un tableau complètement noir. En force de fixer un tableau noir, vous finissez toujours par trouver un tout petit point blanc auquel vous accrochez. Donc, quel que soit l'endroit où nous sommes, quelle que soit l'activité dans laquelle nous sommes, essayons de faire transparaître les valeurs morales que nous pensons importantes. Essayons de les faire transmettre à travers pour que les nouvelles personnes que nous rencontrons puissent, en nous quittant, partir avec un tout petit quelque chose qui les marquera dans le bon sens. Merci à vous, Madame Mélanie Tekonti. Je rappelle que vous êtes consultante. Vous étiez là pour partager avec nous votre point de vue sur cette thématique, les valeurs morales et la citoyenneté, pour le compte de ce débat ouvert. Merci à tous les téléspectateurs, merci à tous les internautes qui nous ont suivis pour le compte de cette émission Le Bon Citoyen. Je vais demander à chacun de continuer par agir et à respecter les valeurs qui nous unissent. À très bientôt pour un autre numéro.